bonjour à chacun. Voilà, aujourd'hui j'aimerais commencer la correction d'une épreuve du concours E3A dans la filière PC qui a été donnée il y a quelques années et qui concerne la physique du laser. Alors ce qui est intéressant dans cette épreuve, qui peut intéresser les élèves de MP, de PC et de PSI, c'est que bien sûr elle traite donc des ondes électromagnétiques et du laser, mais elle a été donnée avant la réforme, donc avant même que le laser soit au programme de la filière PC, ce qui prouve bien que cela peut tomber aussi dans les autres filières. Alors, cette épreuve, comme d'habitude, je mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis, tu télécharges donc l'énoncé, tu l'imprimes. Et puis, tu essayes de le chercher un petit peu avant de profiter de la correction. Donc, il y a une première partie qui traite des ondes électromagnétiques planes dans le vide, vraiment très standard. Ça fait réviser le cours. Ensuite, on a le modèle du faisceau gaussien. Donc, il revient un petit peu sur la vidéo que j'ai faite sur le cours sur le laser du faisceau gaussien. Mais même si tu ne sais rien là-dessus, justement, c'était introduit, tout était défini. Donc, pour les PC, c'est une bonne manière de réviser et pour les autres, de découvrir un sujet qui pourrait tout aussi bien tomber dans leur filière. Et puis ensuite, encore une partie qui traite donc de l'absorption de l'énergie du laser dans un milieu métallique. Donc là aussi, très intéressant, puisqu'en fait, on étudie la propagation des ondes électromagnétiques dans un milieu particulier en définissant son indice complexe. Donc vraiment des questions très classiques pour toutes les filières et donc avec dispersion, absorption, conductivité complexe du métal, donc comportement du métal en tant que plasma. Donc là, voilà, tout ça, ça va être vraiment intéressant. Donc on se retrouve tout de suite, on commence la correction avec la première partie, modèle à ondes planes. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube de physique que j'ai montée il y a à peu près 2-3 mois. Donc aujourd'hui, vous êtes à peu près entre 6 et 700 tous les jours à suivre les vidéos. Donc je voulais vous remercier et puis aussi pour tous les abonnés qui laissent des commentaires. Voilà, merci. Et puis on continue et ça m'encourage vraiment à continuer ce travail. Donc modèle à ondes planes. Alors, première question, donc écrire les équations de Maxwell dans le vide en l'absence de charge et de courant. Donc bien sûr, il faut que tu connaisses par cœur les 4 équations de Maxwell. Alors il y a différentes façons de les regrouper. On peut les regrouper pour le champ électrique, pour le champ magnétique, ou alors regrouper les équations avec divergence et rotationnelle. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre obligatoire. Donc l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E égale ρ sur epsilon 0, ρ la densité volumique de charge. Et bien sûr, dans le vide, cela fait 0 puisque il n'y a pas de charge dans le vide. Divergence de B égale à 0, donc équation qu'on appelle parfois Maxwell-flux parce qu'elle est relative donc à la conservation du flux du champ magnétique ou Maxwell-Thomson. Donc Maxwell-Faraday, rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Alors c'est toujours bien de mettre les noms à côté, hein, bien sûr. Bon, j'écris pas tout au tableau, hein, comme d'habitude, beaucoup de choses que je dis à l'oral, mais qui mériteraient parfois d'être écrites sur ta copie. Donc Maxwell ampère. Donc mets toujours les équations avec les sources des champs. Et puis si tu es dans le vide, tu barres, tu expliques, mais ça fait toujours mieux. Donc J, la densité volumique de courant, pas de courant dans le vide. Alors, en déduire les équations de propagation pour le champ E et pour le champ B. Donc, tu connais probablement la technique, c'est toujours la même. Donc, ces premières questions, elles sont vraiment là pour te mettre en confiance. Donc, rotationnel de E, c'est le gradient de la divergence de E moins le Laplacien vectoriel de E. On n'est pas obligé de mettre la petite flèche sur le Laplacien vectoriel, mais c'est pour le distinguer du Laplacien scalaire. Donc, divergence de E est nulle à cause de Maxwell grâce à l'équation de Maxwell-Gauss. Rotationnel de E, on peut remplacer avec l'équation de Maxwell-Faraday. Je permute tout de suite l'ordre des dérivations. Bon, ce sont vraiment des questions très classiques, hein. Donc, avec un théorème de Schwartz un peu généralisé entre les opérateurs de temps et d'espace. Donc, moins d sur dt de rotationnel de B, j'ai permuté tout de suite les opérateurs de temps et d'espace, donc est égal à moins Laplacien de E.
Grâce à l'équation de Maxwell ampère, on remplace rotationnel de B. Et donc on obtient moins d de E sur dt2, donc multiplié par 1 par multiplié par donc mu0 epsilon 0 est égal à moins Laplacien de E, ce qui nous donne donc d'Alembertien de E est égal à 0, hein, c'est-à-dire Laplacien moins 1 sur c carré d2e sur dt2 est égal au vecteur nul en posant donc c carré est égal à 1 sur mu0 epsilon 0, petite formule bien connue. Donc on sait que obligatoirement par analyse dimensionnelle, mu0 epsilon 0 va être homogène à l'inverse d'une célérité au carré, puisque là on a la dimension d'un champ électrique sur une distance au carré, un champ électrique sur un temps au carré. Donc pour compenser, ça forcément c'est une distance au carré, c'est un temps au carré sur une distance au carré. Alors, donc pour le champ magnétique B, c'est exactement la même équation par la même technique. Alors, un faisceau laser peut être modélisé par une onde plane progressive sinusoïdale de pulsation oméga se propageant dans le vide et dans le sens des z croissants. Donc, on te donne la forme d'une OPPH, comme on dit, d'une onde plane progressive harmonique, donc monochromatique, en notation complexe. Donc, c'est toujours la barre, évidemment, qui indique que le champ est complexe. Et d'ailleurs, il est polarisé rectilignement, puisqu'on te disait qu'il restait, donc la direction du champ, c'est selon le vecteur EX. Donc ne confonds pas la direction de propagation et la direction de polarisation. Là aussi, je te ramène à toutes les vidéos que j'ai faites sur la polarisation des ondes lumineuses. Donc la direction de propagation, c'est Z, et la direction de polarisation, c'est X, donc la direction du champ électromagnétique. Alors, 1,3a. Donner la relation entre K et oméga, donc appelée relation de dispersion, et déterminer donc le champ magnétique de l'onde. Donc question 1,3a, donc la relation de dispersion, qui est la relation entre K et oméga, qui va te dire si le milieu est dispersif ou pas, si la vitesse de phase dépend de oméga ou pas, comme on y reviendra dans la troisième partie dans les métaux. Donc on réinjecte ça dans l'équation d'Alembert. Alors simplement montre bien que tu sais comment en notation complexe traduire donc la dérivée par rapport au temps ainsi que l'opérateur laplacien. Donc on est dans une convention en IKZ moins oméga t, là aussi. Tu sais que ça dépend évidemment de la convention qui a été choisie dans l'énoncé. On peut choisir une convention en oméga t moins kz ou en kz moins oméga t. Donc là, il faut faire comme l'énoncé le dit. Donc on pourrait dire que l'opérateur nabla, plus généralement, ici va agir comme IK vecteur EZ, puisque c'est le vecteur EZ qui est selon la direction de propagation. Peut-être que tu n'utilises pas l'opérateur nabla. Alors simplement, le Laplacien de E, en fait, c'est le Laplacien de EX, le Laplacien de EY, le Laplacien de EZ. Et ici, bien sûr, le champ étant selon EX, il n'y a pas de champ selon Y et Z. Et donc, le Laplacien d'un champ scalaire, donc c'est D2EX sur DX2 plus D2EX sur DY2 plus D2EX sur DZ2. Donc, le champ ne dépend que de Z. Donc, on a une dérivée seconde par rapport à Z. Donc, D sur DZ donc, agit comme un produit IK. Et donc, D2 sur DZ2 agit comme moins K au carré. Donc, quand on remplace dans l'équation de d'Alembert, alors je te rappelle qu'elle est très compacte. C'est une équation vectorielle, mais qui recouvre trois équations scalaires. Donc, ça va te donner moins K carré fois le champ E, donc moins 1 sur C carré fois moins oméga carré. Oui, j'ai oublié de donner la dérivée seconde par rapport au temps. Donc c'est moins I oméga le tout au carré, donc ça fait moins oméga carré égale 0. Et donc K2 égale oméga 2 sur C2, donc la relation de dispersion qui va te donner K égale oméga sur C. Parfois on dit aussi K égale plus ou moins oméga sur C. À ce moment-là, on récupère les ondes qui se propagent dans le sens des X croissants avec un plus et dans le sens des X décroissants avec un moins. Et déterminer le champ magnétique de l'onde. Alors là aussi, tu es au début de ton épreuve. Tu peux un petit peu valoriser ta prestation.
Donc évidemment, tu peux tout de suite balancer la relation pour les OPPH. Attention, vrai que pour les OPPH, hein. Ne l'applique pas pour des ondes stationnaires. Donc U vectoriel E sur C. Donc U, c'est la vecteur unitaire selon la direction de propagation. Ou aussi la relation équivalente K vectoriel E sur oméga. Donc cette relation, il faut que tu l'aies dans ta poche et que tu l'utilises à chaque fois que c'est nécessaire. D'où elle vient? Bien sûr, tu peux le redémontrer, ce sera peut-être valorisé. Donc elle vient par exemple de l'équation de Maxwell-Faraday traduite en notation complexe. Donc rotationnel de E, c'est nabla vectoriel E. Donc ça fait IK, puisqu'on est avec une convention en plus IK, donc vectoriel E, donc en notation complexe. Le vecteur d'onde est complexe ici, hein. Est égal donc à moins dB sur dt, donc à moins I oméga B complexe. Et donc ça te donne en complexe tout d'abord B est égal à K vectoriel E sur oméga. Et en prenant la partie réelle de ça, tu tombes là-dessus puisque K est un vecteur qui est réel. Donc B et E sont en phase. EBK est un trièdre direct. Hein, donc EBK, donc je te rappelle avec les trois doigts de la main droite, hein, EBK, donc, ou KEB aussi, ça marche bien dans ce sens-là, hein, donc KEB, et donc la direction de propagation selon B, l'onde est transverse, et on a un trièdre direct, E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation. Vraiment aucune difficulté dans ce début d'épreuve. Hein, simplement, on vérifie que tu connais ton cours. Donc, le vecteur K est selon le vecteur EZ, E est selon le vecteur EX. Donc, on peut bien sûr faire apparaître ces vecteurs. Donc, alors on peut, voilà, donc vecteur EX. Donc, EZ vectoriel EX, ça fait le vecteur EY. Hein, donc, ça va faire K E sur oméga vecteur EY. Et bien sûr, K sur oméga, c'est 1 sur C. Donc, ça fait E sur C vecteur EY avec E est égal à E0. Donc là, j'étais en notation réelle. E0 cosinus KZ moins oméga T. Donc, on ne disait pas si on voulait le champ magnétique en notation complexe ou en notation réelle. Donc, on va le noter E0 cosinus oméga T moins KZ, par exemple, sur C vecteur EY. Donc question très classique hein, sur la structure des ondes. Et c'est vrai que la méthode pour retrouver ces relations entre B et E, c'est de passer par la notation complexe. C'est mieux que de traiter ça avec des ondes simplement planes, mais des ondes planes harmoniques, parce que là vraiment, traduire les équations de Maxwell en notation complexe, c'est ce qu'il y a de plus simple pour retrouver la structure des ondes dans le vide. Donc tout de suite des questions sur le vecteur de Poynting, sa valeur moyenne et la puissance du laser. Donc on va faire ça tout de suite. Donc question 1.3b. Rappelez la définition du vecteur de Poynting. Donc c'est le vecteur de Poynting instantané. Donc E vectoriel B sur mu0. Il faut que tu connaisses cette petite formule par cœur avec un produit vectoriel. Déterminer sa moyenne temporelle pour l'onde étudiée. Alors, on peut rappeler quelle est la signification physique du vecteur de Poynting. La puissance, donc en watts, par unité qui traverse une surface perpendiculaire à la direction de propagation. Donc le vecteur pi, il est collinaire au vecteur k. Donc à travers une surface S, c'est le flux du vecteur de Poynting. Donc le vecteur de Poynting, il est en watts par mètre carré. Et très souvent, c'est sa valeur non pas instantanée qui nous intéresse, mais c'est sa valeur moyenne. Alors, deux façons pour calculer la valeur moyenne. Soit on revient à l'expression des champs en notation réelle, parce que je te rappelle que là, tu as un produit vectoriel, donc ça n'est pas une opération linéaire. Donc le gros piège, évidemment, ce serait d'utiliser E et B en notation complexe, avec des exponentielles j oméga t. Parce que la partie réelle d'un produit n'est pas le produit des parties réelles, ça ne marche pas. Mais tu as une formule aussi qui t'est donnée à la fin du sujet, donc qui te dit que cette valeur moyenne, c'est 1/2 de la partie réelle
de E, donc vectoriel B complexe conjugué sur mu0. Donc tu peux utiliser, soit tu reviens en notation réelle, soit tu utilises directement cette formule. Allez, on va faire les deux, tiens. Donc si je reste en notation réelle, que va-t-il se passer? Calculons d'abord le vecteur de pointing. Donc E vectoriel B sur mu0. Donc on va faire un double produit vectoriel. On va recopier l'expression de B. Donc B c'est K vectoriel E sur oméga. Donc on prend le vecteur au milieu ici de la parenthèse et devant on met le produit scalaire des deux autres. Voilà, moins donc le vecteur qu'on a laissé dans la parenthèse qui est produit scalaire des deux autres. Alors, ça c'est nul parce que l'onde est transverse, le champ électrique E est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc ça va nous faire du E carré K sur mu0 oméga. Et bien sûr, K sur oméga c'est 1 sur C. Donc ça va nous donner E carré, vecteur U unitaire, donc c'est UZ ici, selon la direction de propagation, divisé par C mu0. Donc là on est resté en notation réelle. Bien sûr ici c'est la valeur instantanée du champ, donc avec E de t égale E0 cosinus oméga t moins kz. Donc si on le prend en valeur moyenne, on va avoir la valeur moyenne du cos carré. Donc ça va faire 1/2, ça tu peux le dire directement, et donc ça va faire E0 carré sur 2 mu0c vecteur UZ. Alors on sait aussi que mu0 epsilon 0 c carré égale 1, donc on peut aussi l'écrire c epsilon 0 E0 carré sur 2 vecteur UZ. Donc les deux écritures sont équivalentes. Alors si maintenant on avait utilisé la formule donc 1/2 de partie réelle, donc alors là il faut prendre les champs en complexe. Donc on aurait eu 1/2 de partie réelle, donc de E0 exponentielle J oméga t moins kz. La convention était comment? Oui, c'était bien. Non, c'était JKZ moins oméga t. Attention, on va respecter la convention du texte. Donc pour le champ électrique. Donc vectoriel, donc le champ, donc là on aurait eu le vecteur, le vecteur EX. Donc là on aurait eu E0 sur C exponentielle. Donc le complexe conjugué, mais E0 sur C, c'est un réel. Donc là on a le complexe conjugué, donc moins J facteur de KZ moins oméga t. Donc le tout sur mu0. Alors évidemment, le produit des exponentiels complexes, ils sont conjugués, ça fait 1. Et là, c'est vecteur EY. Donc EX vectoriel EY, ça fait EZ. Et donc on retrouve 1 sur 2 mu0 E0 carré vecteur EZ. Donc c'est exactement, évidemment, la même formule qu'ici. Donc au choix, soit tu passes par les notations réelles, soit tu utilises cette petite formule qui est hors programme mais qui est très souvent rappelée dans les énoncés. Quelle est donc l'expression de la puissance moyenne qui traverse une surface S? Donc cette puissance moyenne, c'est bien évidemment le flux du vecteur de Poynting. Donc question 3C, donc la puissance moyenne, on peut la noter comme ça, donc c'est le flux du vecteur Poynting moyen fois S. Donc eh bien, ça va faire tout simplement donc E0 carré sur 2 mu0c fois la valeur de la surface. En déduire la densité de puissance, c'est-à-dire la puissance moyenne par unité de surface. Eh bien, cette puissance moyenne, ça n'est rien d'autre donc que la valeur moyenne en norme du vecteur de Poynting, c'est-à-dire donc E0 carré sur 2 mu0c ou alors aussi donc C epsilon 0 E0 carré sur 2. Question 1, 3D. Donc le laser YAG
ND3+, possède une densité de puissance JL égale 4 10 puissance 4 watts par centimètre carré. En déduire l'amplitude du champ électrique correspondant. Alors, il fallait évidemment connaître les valeurs de epsilon 0 ou de mu 0 et de C. Donc, d'après cette formule, on aura E0 est égal à racine de JL fois 2 mu 0 C. Et donc, on a les données dans l'énoncé. Et donc, ça nous fait 550 kV mètre moins. Dans la prochaine vidéo, je vais arrêter celle-là ici. On va faire donc le modèle du faisceau gaussien. Donc, cette première partie, c'était très bien pour revoir vraiment les notions de base sur les ondes planes, les OPPH dans le vide.